Bonjour à toutes et à tous. Donc, Éric Ballot, je suis professeur à Mines ParisTech à Paris. Et je suis venu d'ailleurs ce matin à rendre visite à mes collègues à Sofia avant de vous rejoindre. Je vais vous parler d'un sujet qui est celui du transport de la marchandise, de la logistique. Notamment, je ne vais pas vous parler d'hydrogène, je ne vais pas vous parler d'énergie, je vais vous parler d'une manière de mieux utiliser les ressources de transport, qui est un problème tout à fait complémentaire de celui que l'on peut voir sur comment mieux, par exemple, utiliser l'énergie pour un moyen de transport. Et je vais vous parler de comment essayer de rendre les problématiques de transport de marchandises et de logistique compatibles avec des objectifs de développement durable, sachant que ce que l'on fait jusqu'à présent est à peu près tout sauf durable. Alors, je vais vous donner j'ai quelques petites courbes, quand même scientifiques. Une petite courbe noire qui est celle de la croissance du trafic exprimée en tonnes kilomètres, qui est un peu l'intensité du transport. Donc les tonnes kilomètres, et on voit que malgré une croissance que l'on souhaiterait des fois un petit peu plus forte au niveau économique, eh bien ça se traduit par une croissance en termes de tonnes kilomètres, donc la courbe noire avec un petit accident autour de l'année 2008 et suivante, qui au final, conduit quasiment entre 90 et 2050 à un triplement des tonnes kilomètres, ce qui n'est pas rien, puisque ce triplement des tonnes kilomètres a aussi des impacts sur les infrastructures notamment. Et évidemment, la construction des véhicules, etc. Vous avez en orange, c'est du orange en haut, une courbe qui représente les émissions de CO2. Et on voit sur la partie actuelle qu'en fait, il y a une forme de stabilité. Alors, ça remonte un peu certaines années, toujours sur le transport de marchandises. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, notamment pour la réduction des consommations, qui ont permis de limiter les émissions par tonne kilomètre. Mais il faut reconnaître que en logistique, on est plus fort qu'en énergétique. Et qu'en fait, au final, on a du mal à contenir ces émissions parce qu'il y a la croissance de l'intensité du transport, ce qui conduit en fait à diverger assez radicalement par rapport aux objectifs, notamment de la Commission européenne, concernant les émissions de CO2 pour le transport et en particulier pour le transport de marchandises. Donc on se rend compte que business as usual, comme on dit en bon français, ou sans une véritable rupture technologique sur les moyens de propulser les véhicules de transport de marchandises, on a un vrai souci pour atteindre, en ce qui nous concerne, logisticiens, les objectifs de réduction de CO2. Donc ça, c'est un vrai souci et qui fait boule de neige, comme je le disais avant, avec les infrastructures, etc. Alors, pour traiter ce problème-là, il faut comprendre ses causes. Pourquoi on a une multiplication des tonnes kilomètres ? On peut aller chercher plus loin, ce qui fait des multiplications des kilomètres, ou on peut aller chercher plus de choses, ce qui fait une multiplication des tonnes. Et si on essaye de regarder d'un peu plus près, donc on a déjà ces deux facteurs-là, mais si on veut regarder comment on expédie, est-ce qu'on expédie de manière efficace ou pas ? Eh bien en fait, pour des mêmes tonnes kilomètres, on se retrouve confronté, c'est très vrai dans le domaine par exemple des produits alimentaires, à une multiplication des canaux de distribution. La multiplication des canaux de distribution veut dire que si je fais l'hypothèse qu'on mange à peu près toujours la même quantité d'aliments, chaque individu par jour, eh bien en fait, au lieu d'arriver par un seul canal, qui serait l'hypermarché ou le magasin de proximité, eh bien en fait, on peut consommer depuis des distributeurs automatiques, des poster stores, des sites en ligne, bien évidemment, des pop-up stores, des drives piétonniers, etc., etc. Et pour tout ça, pour alimenter finalement les mêmes quantités de marchandises. Donc on voit que dans l'espace, on a une fragmentation des flux. Ce qui va évidemment pas nous aider, on va le voir dans un instant. Et pour montrer évidemment l'autre chose qui a commencé des années 80 avec le juste à temps, c'est que, et c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est-à-dire on va livrer que ce qui est nécessaire au moment où ce qui est nécessaire. Pas forcément une mauvaise idée parce que ça peut aussi éviter des gaspillages.
Cependant, si je mets ces deux choses en parallèle, je rends compte qu'au lieu d'expédier par un canal, ce qui n'a jamais vraiment existé, mais par peu de canaux, des quantités importantes, et j'expédie par de multiples canaux, de multiples fois. Un chiffre, on a très peu de chiffres sur la chose, mais quand même une étude qui a été faite par Lifstar publiée en 2013, mais qui date. Le poids médian des marchandises générales en France était de 160 kilos en 88. Il est passé à 30 en 2004. Et en 2004, le e-commerce pèse à peu près 0 dans les échanges de marchandises. Ce qui veut dire que si je continuais la même tendance, on serait à peu près à un poids moyen de 6,6 kilos en 2020, mais je n'en sais rien car il n'y a pas d'études sur le sujet. Et puis les courbes ne montent pas au ciel, mais si ça continuait et si on continuait sur notre lancée, la baseline serait 1,5 kg en 2030. C'est-à-dire, en gros, tout passe par le e-commerce et on expédie les choses. Vous voulez une pomme, hop, on vous livre une pomme. Oh, je préférerais une orange, hop, on réexpédie la pomme et hop, on renvoie une orange. Donc, c'est un petit peu, je caricature un peu, mais c'est la tendance. Alors, si on regarde ça, au final, ça pose quelques questions puisque, et ça, tout le monde peut le constater, on a fait une étude pour 2 enseignes et leurs principaux fournisseurs et on a reconstitué aussi ici sur cette première carte de France, en fait, les trafics liés à ces marchandises. Et on voit que ces trafics, ils utilisent évidemment les mêmes infrastructures. C'est parfaitement partagé à ce niveau-là. Et on peut des fois se poser la question, quand on est sur la 6 ou la 1, de voir une file interminable de camions et de se dire, c'est quand même bizarre, on n'arrive pas à remplir un train. Alors, une partie de l'explication réside dans le fait que tout le monde veut envoyer ce qu'il veut là où il veut, au moment où il le veut. Et évidemment, ça ne fait jamais assez pour faire un train. Et là, vous avez sur cette même étude les flux, c'est-à-dire en fait quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Et donc, si on devait faire des freins, si on devrait reconsolider la marchandise, il faudrait arriver à coordonner, à ordonner un petit peu ce plat de spaghettis qui n'est qu'une vision extrêmement partielle du transport de marchandises en France. Donc voilà un peu le défi qui est devant nous. Alors, ce serait intéressant de coordonner. Pourquoi ? Ce serait intéressant de coordonner parce que je vais prendre un véhicule qui a assez mauvaise réputation, le poids lourd, mais vous allez voir que finalement, c'est un monstre de vertu. Ce poids lourd, j'ai représenté ici son chargement en abscisse, qui peut aller jusqu'à 25 tonnes, hors de grandeur, et j'ai représenté les émissions par donc masse transportée, les émissions de CO2 par masse kilomètre transporté. Et en fait, évidemment, moins le camion est rempli, plus on va dégrader les émissions au poids transporté. Et vous voyez le lien avec le point précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens nous disent, vous savez, avant j'avais des camions, quand j'avais 12 tonnes, j'ai considéré comme remplis. Aujourd'hui, à 7 tonnes, ils sont remplis. Ah. Alors, si je me déplace sur ma courbe, attention, elle est semi-logarithmique, hein. Donc, évidemment, l'idée n'est pas d'aller à 0, et ça, économiquement, personne ne le fera. Mais si on ne transporte pas des quantités assez importantes, eh bien, en fait, on va se rabattre vers des véhicules de taille inférieure. Et quand on va arriver en ville, on va se rabattre à nouveau vers des véhicules de taille inférieure, ce qui est rationnel. Certes, c'est rationnel, mais au final, si on finit en VUL, voire, comme certains ont essayé de nous l'expliquer, en drone, l'impact global est absolument monstrueux. Pour ceux qui s'en doutaient, voler consomme un peu plus d'énergie que rouler. Hein. Évidemment, ça confirme cela, mais les masses transportées, l'efficacité globale est extrêmement faible. Si je vous donne alors là-dedans, où sommes-nous consommateurs? Quand nous prenons un véhicule particulier pour aller faire nos courses, en gros, nous déplaçons 1 tonne, voire plus, pour ramener une dizaine de kilos. Effectivement, c'est pas terrible. Un poids lourd, c'est 40 tonnes pour 25 tonnes. Ou 10. Et c'est quand même déjà beaucoup mieux. Surtout si on le ramène à la consommation. Si vous avez un doute sur ce que je dis, vous comparez la taille d'un parking, d'un hypermarché, devant et derrière. Et vous me dites, à votre avis, quelle est la partie qui est la plus efficiente. Hein, et il n'y a pas photo. Donc, et si j'avais représenté un train
tel qu'on peut en avoir en France, alimenté par électrique, et ben on le verrait quasiment pas parce que il fait énormément de tonnes, et deux, il fait quasiment rien en émissions directes de CO2. Bon, alors la question aujourd'hui, c'est on va vers des véhicules de plus en plus légers. Ce qui croît, c'est le trafic de VUL, pas le trafic de poids lourds. Donc comment on peut arriver à essayer de sortir du mécanisme dans lequel on est et dont le e-commerce nous pousse à toute vitesse, qui est des livraisons de plus en plus petites avec des quantités de plus en plus faibles. Alors, si on essaie de voir si on utilise vraiment bien nos moyens. Alors, on va prendre notre meilleur candidat qu'on avait sur la diapo précédente, le poids lourd, dont je suis pas forcément un admirateur, hein, ne vous méprenez pas sur mon propos. Prenons ce poids lourd et regardons son agenda. Et on va le regarder sur 24 heures et on va essayer de traduire sur 24 heures quel aurait été, comment on aurait pu le remplacer pendant combien de temps par un véhicule théorique totalement performant. Alors moi, un véhicule parfaitement utilisé, c'est quoi? C'est un véhicule complètement rempli, mais il reste plus rien, qui va à la vitesse nominale de son départ vers son origine, qui respecte la circulation, les règles du code de la route, mais qui va ne s'arrêter pour aucune autre raison. C'est ça l'idéal. Évidemment, nous n'arriverons jamais à cet idéal. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que si on regarde la réalité des opérations aujourd'hui, c'est 10%. Autrement dit, nous avons 10 fois trop de moyens. Nous sommes finalement une société assez riche. Mais si vous regardez la voiture particulière et que j'applique le même type de raisonnement, combien de temps dans la journée est-elle totalement remplie, ou en équivalent de son utilisation, combien de temps serait-elle complètement remplie, etc. Vous voyez qu'on arrive à l'ordre du pourcent au final. Puisque si déjà il y a une personne sur 5 places, ça fait plus que 20%. On a évidemment des trajets à vide, on a de la perte de capacité, on a aussi des temps d'attente, des temps de manutention, etc. Tout ça, on n'arrivera jamais à 100%, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de pointer des domaines où on peut faire des progrès pour mieux utiliser les ressources dont nous disposons. Et on se dit, ma foi, que même si c'est un peu compliqué des fois de partager une voiture, ça devrait être moins compliqué pour des industriels ou des transporteurs de transporter des moyens de transport. Ça devrait être un petit peu plus, même s'ils sont timides, ça devrait être un petit peu plus facile à mettre en œuvre. Alors là-dessus, il y a quand même des exemples qui sont tout à fait intéressants. Le premier, que tout le monde connaît, c'est celui du transport maritime, qui en fait est tellement efficace que alors on peut critiquer effectivement que les tonnes viennent de loin, mais avec les bateaux, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je parle pas de soufre ou autre, hein, où là c'est pas très très bon parce qu'on utilise un peu ce qui reste pour le brûler dans certains bateaux. En termes de gaz à effet de serre, un transport maritime peut faire à peu près, vous pouvez mettre à peu près autant d'émissions sur un t-shirt, une balle de tennis qui viendrait de Chine en allant la chercher avec votre voiture à 10 km de chez vous, qu'elle en a mis pour venir en camion au magasin et qu'elle en a mis pour venir de l'autre bout du monde en bateau. Donc la solution de dire on va tout faire tout près n'est pas non plus directement la bonne solution, puisque il faut avoir des effets d'échelle et de l'efficacité. Si on fait de tout près, mais qu'on transporte les choses une par une avec une très faible efficience, ça ne va pas non plus aller directement dans le bon sens. Donc là, on a un système qui s'est très très bien développé, le transport maritime conteneurisé. Je vous indique au passage que les vrais progrès, c'est pas le bateau, c'est la grue. C'est la productivité des ports. C'est là où il y a encore plus de progrès que sur les bateaux. Un deuxième exemple, alors je prends deux exemples très contrastés qui nous ont inspirés. C'est celui, vous reconnaissez peut-être, des Daba Wallace, aussi connu sous un film qui s'appelle The Lunchbox, qui est en fait un système où des gens illettrés avec des contenants uniques, donc des popotes, collectent dans la matinée la cuisine faite à la maison et les livrent sur le lieu de travail, en utilisant tout type de moyens et grâce à une codification origine-destination qui fait que ils ne se trompent jamais. Enfin, je voudrais donner un exemple d'un dernier système également totalement partagé, c'est celui qui est gouverné par l'Union postale universelle, qui interconnecte
tous les systèmes postaux dans le monde qui font qu'un petit miracle se produit. Vous pouvez mettre une lettre dans n'importe quelle boîte en France et pour n'importe quel pays dans le monde et elle va ressortir de l'autre côté du système normalement en temps et en heure. Ce qui demande quand même de connecter un certain nombre de systèmes. Et en fait, si je regarde la marchandise aujourd'hui, les flux de marchandises, on est globalement, comme dans la mobilité des personnes, chacun a son réseau. Chacun a son entrepôt. Chacun gère ses flux. J'ai ma voiture. Tout ça a un coût global qui se traduit en termes de surcapacité absolument colossal. Alors, si on essaye de se dire, voilà, voilà mon problème initial, un peu compliqué. Puis en fait, c'est quoi? Vous avez des usines, on prend un camion, on se dépêche, on roule à 80 km/h, puis on va dans un entrepôt, au milieu de nulle part en général, au milieu là, et puis on attend. Puis on reprend un autre camion, on va dans un autre entrepôt, peut-être régional, et puis on attend. Puis après, un dernier trajet, et puis on arrive dans un magasin. Tout cela sont conçus indépendamment les uns des autres. Et donc, quand un industriel se dit où est-ce que je vais mettre mon entrepôt, si je peux m'en payer un en France, je vais le mettre au milieu. Résultat, je vais faire converger au centre de la France et je vais ensuite faire distribuer à partir de cet entrepôt. C'est un peu la logique hub and spoke qu'on peut connaître dans l'aérien, qui conduit à faire beaucoup de kilomètres en trop, mais qui permet de remplir les moyens et d'offrir de la fréquence. Eh bien, si on prend maintenant une autre logique, donc on a simulé, alors on a commencé par dire, ce réseau-là, imaginons maintenant que les gens essayent de faire des flux ensemble. Et puis on va faire évoluer, utiliser un algorithme évolutionniste, et puis on va utiliser des moyens pour concentrer ces flux qui seraient de sortes de grandes plateformes logistiques où on permettrait le transbordement d'un moyen de transport à un autre ou d'un transporteur à un autre, et de stocker également pour plusieurs clients, comme si on avait des ports au milieu de la France à différents endroits, pour reconsolider les flux, refaire de la massification. Eh bien, en fait, on aboutit à ce schéma ici, qui, en fait, sert exactement les mêmes clients avec les mêmes performances. Mais, évidemment, alors là, les traits sont pas, leur largeur n'est pas, proportionnelle à la quantité de flux qui passe dans chacun, mais on comprend bien intuitivement que ici, on a beaucoup plus, notamment sur certains axes, on a des flux qui sont beaucoup plus massifiés que ce que l'on peut connaître aujourd'hui et qui sont partagés, multi-expéditeurs, multi-destinataires. Ça ne veut pas dire que ça doit être confié à une seule société. Il ne s'agit pas de recréer une sorte de monopole des postes appliqué à l'ensemble des marchandises. Et il s'agit de se dire comment on peut penser l'organisation de la logistique d'une manière plus partagée que le font aujourd'hui les prestataires logistiques qui font essentiellement de l'externalisation de solutions logistiques et qui construisent des solutions ad hoc, soit pour un client, soit pour un service. La Poste, c'est un service. Si vous voulez dire avec la Poste, envoyez-moi cette lettre dans telle ville, je vous dirai à qui l'envoyer plus tard, parce que je ne sais pas encore exactement à qui je vais l'adresser. C'est quelque chose que font les industriels tous les jours, mais qu'on ne peut pas faire avec la Poste. Ils seraient bien embêtés avec une telle demande. Donc, chacune de ces cartes ici, en fait, c'est un doctorat derrière pour définir les algorithmes. Idem ici, si j'ai une vue sur le délai de livraison et sur les vitesses. Et en fait, on a pu montrer à travers une thèse que, en fait, dans un système comme ça, les stocks peuvent être répartis. Et donc, on peut servir plus rapidement les consommateurs, tout en mettant moins de pression sur le transport parce que les stocks sont distribués. Alors, normalement, dans la théorie classique, ça ne marche pas parce qu'on a des sécurités un peu partout. Quand on a un stock, on a une sécurité. Mais là, il n'y a plus de sécurité. L'originalité de ces algorithmes, c'est que c'est le réseau qui fait sécurité. Si on ne peut pas être approvisionné d'un côté, on est approvisionné de l'autre. Alors évidemment, c'est un changement un peu radical de perspective. Quels sont les enjeux? On a montré qu'on pouvait, dans certains cas, diminuer jusqu'à 3 les stocks. On arrivait, avec les technologies actuelles, à faire moins 60% de CO2 parce qu'on pouvait faire du report modal, mais aussi parce qu'on arrivait à mieux remplir les camions. Et puis surtout, déjà, on commençait par diviser par 15% les tonnes kilomètres.
C'est-à-dire que pour arriver à destination, on a besoin, sur des schémas qui sont des schémas réels de la grande distribution française, de 15% de kilomètres en moins. Deuxième chose, des capacités perdues, notamment dans les véhicules. Aujourd'hui, à peu près, on dit que le taux moyen de remplissage d'un véhicule, c'est 60%. Eh bien là, on a pu montrer à travers ces premiers travaux qu'on pouvait monter facilement à 85%. Et une start-up qui s'est créée là-dessus dit ça a l'air d'être une bonne idée. Eh bien, ça fonctionne et ils ont eu la première année 87% de taux de remplissage moyen sur les camions qu'ils ont affrétés. Et on peut continuer comme ça. Évidemment, si vous êtes dans un système partagé où en fait vous envoyez une marchandise, vous avez besoin d'outils. C'est un changement de paradigme assez complet. Hein, c'est comme aujourd'hui, vous avez besoin d'une application si vous voulez utiliser un Vélib, un Autolib, etc. Donc de la même manière pour la logistique, si vous ne maîtrisez plus, si vous n'avez plus un acteur qui rend compte pour l'ensemble de vos opérations, il vous faut des outils pour traiter le fait que ça va dans un système qui est plus ouvert et où ça peut passer d'un acteur à un autre. Donc on a des projets aujourd'hui sur toutes ces dimensions-là. En Allemagne devraient être lancées les 100 000 premières boîtes communes à plusieurs acteurs de la grande distribution et plusieurs fournisseurs. Donc un nouveau pool de boîtes permettant de faire des opérations et de mélanger ces flux et de les agréger, alors qu'auparavant, ils ne l'étaient pas. Ces boîtes permettent également, si vous promenez le matin de bonne heure dans les grandes villes, de monter les palettes ou de monter les boîtes jusqu'à 2 mètres de hauteur ou 1,80 m, alors qu'aujourd'hui, comme on empile les produits les uns sur les autres, en général, on s'arrête à moins d'1 mètre de hauteur. Des outils de suivi, donc ça, on a fait un certain nombre d'expériences. Vous voyez, c'est pas tout à fait le tracking de la poste, hein, c'est beaucoup plus précis. Hein, on peut savoir où il est, à quelle heure, s'il est tombé, etc. Et on définit des algorithmes de routage qu'on a testés et qui permettent d'offrir une palette de services sur les mêmes réseaux. Alors cette idée-là, en fait, elle date maintenant de quelques années. Quand j'ai commencé à en parler il y a 10 ans, on me disait Eric, t'inventes des problèmes où il y en a pas. Tout va bien, et c'est vrai, tout le monde est livré. Le système fonctionne, donc c'est pas la peine de changer, hein, parce que là c'est un peu une révolution, c'est un changement de business model complet pour les prestataires, c'est de nouvelles manières de piloter les supply chain pour les entreprises, donc c'est un peu la révolution. Mais on s'est pas découragé, on a donc appelé ça l'Internet physique avec 3 collègues américains et canadiens. Qui est, en fait, pourquoi on appelle ça l'Internet physique? L'idée, c'est de dire, si on considérait la logistique comme un Internet, comme un système interconnecté, où on peut passer facilement d'un prestataire à un autre. Et donc, vous pouvez réfléchir tout de suite et vous dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, consommateur qui achète en ligne un Internet physique? Ça veut dire que je pourrais avoir un fournisseur d'accès à l'Internet physique. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je commande, ou quand toute ma famille commande des colis dans tous les sens, et en fait, je suis livré en une seule fois, au moment où j'en ai besoin, et pas nécessairement au fil de l'eau en permanence. Ce qui peut minimiser les transports. On le comprend aisément. Donc, cette idée qui était un peu folle nous a quand même valu donc les honneurs de Science, donc a été largement, la première étude a été subventionnée par le Prédit, donc le ministère des Transports en France. Et donc maintenant, c'est repris par une plateforme européenne qui s'appelle Alice. Alors, si vous voulez chercher sur Internet, faites Alice European Technology Platform, parce que sinon vous allez arriver dans plein de choses différentes. Nous travaillons avec les meilleures universités dans le domaine au monde. Et nous commençons à définir, avec notamment Alice, qui, au bout de 2 ans et demi d'existence, a à peu près 150 entreprises, institutions membres au niveau européen, des feuilles de route sur comment on pourra aller vers ce genre d'organisation. Parce que les gains sont tout à fait significatifs. Et donc là, la semaine dernière, on a fait la couverture de Nikkei Magazine au Japon. Et donc j'irai pour début janvier pour le lancement du livre au Japon. Alors, c'est pas que de la théorie. Je l'ai dit, il y a Alice, qui est l'endroit où ça se passe au niveau européen, qui regroupe 150 partenaires,
Et en France, on a deux entreprises dont je vais parler ici très très succinctement parce que mon temps est, à mon avis, écoulé, ou sur le point de l'être. C'est CRC Service qui signifie Centre de routage collaboratif et qui en fait utilise des plateformes de transporteurs locaux pour faire des camions multi-industriels, multi-distributeurs. Donc tous ceux qui sont pas assez gros pour faire des camions complets passent par ces centres de routage et c'est eux qui, dès la première année, ont eu des camions quasiment pleins en amont et en aval. Et les entreprises les ont utilisés, pourquoi? Pas parce qu'ils ont trouvé ça séduisant, mais parce qu'en fait, ça réduisait leur facture de transport. Mais ça va dans le bon sens pour tout le monde. Cette entreprise qui est en fait issue de gens qui viennent du monde de la logistique n'a pas été conçue comme une start-up avec une app, mais a été conçue comme un service qui fonctionne pour ces industriels. Donc ils n'ont pas fait x100, x1000 tout de suite, mais ils ont prouvé que le concept fonctionnait. Aujourd'hui, il y a un investissement d'avenir, ils ont gagné un investissement d'avenir et ils développent le soft pour dupliquer cette technologie et la proposer à d'autres entreprises. Et notamment, Leroy Merlin, pour approvisionner ses magasins, a choisi cette technologie et approvisionne aujourd'hui une partie de ses flux grâce à cette technologie. Auparavant, c'était fait par de la messagerie. On peut dire, ce que vous faites, c'est finalement vous réinventez la messagerie. Mais non, parce qu'en fait, la performance de système est nettement supérieure à celle qu'on peut avoir aujourd'hui en messagerie. Autre exemple, ici, Stock Booking. Et en fait, c'est comme son nom l'indique. Vous voulez vous déployer, livrer, mais vous n'avez pas envie d'investir dans des entrepôts partout. Eh bien, eux, ils vous proposent de la capacité vacante dans des entrepôts existants. Et on le comprend facilement, si vous vendez du chocolat, si vous êtes un producteur de chocolat, mais il y a des périodes dans l'année où vous n'avez pas de capacité vacante, puis il y a d'autres périodes dans l'année où vous avez quand même sensiblement de la capacité vacante. Eh bien, eux proposent de commercialiser ces capacités vacantes. C'est pas seulement la capacité, c'est le service qui va avec, c'est pas seulement la chambre, c'est petit déjeuner et tout ce qui... Et donc, c'est à la fois le stockage, le transport, la préparation des produits. Donc, si vous créez votre entreprise, vous passez par cette entreprise et vous pouvez déployer vos produits sans avoir aucun actif, sans construire un nouvel entrepôt XXL. Et puis, vous avez... ce n'est pas qu'en France, vous avez d'autres sociétés. Mix Move Match qui a gagné, qui a été référencé comme une des meilleures solutions de Gartner aujourd'hui, je l'ai appris ce matin. D'autres sociétés aux États-Unis, Flexé également aux États-Unis. Voilà, donc c'est un mouvement qui est jeune, mais on a montré par la théorie que ça avait un potentiel très important, puisqu'en fait l'idée c'est pas de doubler les infrastructures routières ou ferroviaires dans les années à venir. On n'a peut-être ni les moyens de se les payer, ni l'intérêt de le faire, mais de pas travailler seulement sur le rendement du moteur, mais aussi de travailler sur que fait-on de la capacité qu'on met à disposition des acteurs. Et je vous remercie pour votre attention. Donc on pourrait peut-être résumer ça en disant que on se dit que l'auto peut être partageable et on s'aperçoit que les camions aussi finalement. Et on revient à de la mutualisation. Les vélos, tout. Vous savez, la logistique, on a été tellement riche et on est agnostique en termes de moyens de transport. Il faut utiliser les meilleurs à bon escient. Il n'y a pas de compétition entre le train et le camion. C'est comme si on disait qu'il y avait une compétition entre le léopard et l'éléphant. C'est pas vraiment la même chose. Mais il faut être capable d'utiliser les uns et les autres. Vous travaillez au centre de gestion scientifique? Tout à fait. Je termine mon mandat de directeur et dès que j'ai fini mon mandat de directeur de CGS, je réinvestis en puissance pour ne pas me faire doubler par les Fraunhofer et autres sur ce sujet. Parce qu'au début, ils voulaient pas l'entendre parler, mais maintenant, c'est un peu différent. Donc, il s'agit que nous gardions notre avance dans le domaine. Ouais, c'est vrai, j'aurais une question. En fait, j'ai du mal à voir comment votre service là va pas avoir les mêmes effets rebonds que les autres services de. Alors, effectivement, si on rend le transport moins cher, on crée si on rend le transport plus efficace, on crée un potentiel. Voilà. Ce potentiel peut être utilisé de différentes manières. Jusqu'à présent, et si on regarde le e-commerce, il est utilisé comment? Pour créer du service toujours plus
plus vite, plus voilà. C'est ce que vous favorisez aussi, là. Pardon? C'est ce que vous favorisez aussi, là. C'est ce qu'on pourrait favoriser aussi, sauf que fabriquer de l'efficience, à mon avis, c'est quand même un prérequis pour fabriquer de la transition énergétique. Alors, tant que on ne payera pas le vrai prix de ce qui est fait, effectivement, il y a un risque que ces solutions-là soient des pousses au crime. Oui. Mais parce que aujourd'hui, pour remettre les choses en perspective, quand vous commandez sur Internet, vous payez pas le prix de la logistique associée. C'est pour ça que je commande pas sur Internet. Non mais très bien. Personnellement, je fais mes courses à pied dans le quartier. Vous voyez, donc parce que à pied, je maîtrise bien mon affaire. Si quelqu'un commande sur Internet, même s'il a une livraison à 5 euros, en fait, ça peut facilement coûter le double. Et en nourriture, ça peut coûter jusqu'à 20 euros. Mais il ne le voit pas directement, même si au final, soyons pas inquiets, il va le payer quand même. Mais il ne le voit pas, donc il n'en a pas conscience. Donc il peut pas faire un choix orienté. S'il devait mesurer le prix que ça lui coûte, enfin, de prendre sa voiture, de faire 10 km, etc., il verrait que c'est encore beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément les bons outils, les bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions. L'autre chose, c'est que quand vous avez un transport de marchandises routier, vous avez des externalités. Vous contribuez si on peut dire, à la congestion, vous contribuez à la pollution de l'air, vous contribuez, etc., etc. À l'accidentologie, etc., etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, les externalités sont du même ordre de coût que le coût du transport. Donc, si vous commandez sur Internet et vous pensez que ça vaut 5 euros, en fait, ça vaut plutôt 10 et vous mettez 10 sur la société derrière. Donc, ça vous donne aussi une petite idée sur la durabilité, le caractère soutenable de ces développements. Je crois que c'est assez clair.